sais, la petite phrase un peu bateau qui dit on savait pas que c'était impossible, alors on l'a fait. Ouais. Et ben, c'est ce projet, je peux vraiment l'inscrire là, dans cette phrase-là. Bonjour à tous et bienvenue sur Sens Créatif, le podcast qui explore les motivations et les stratégies des artistes de l'image. Je m'appelle Jérémy Kleiss, je suis illustrateur à Paris et vous pouvez me suivre sur Instagram @JérémyKleiss. Ce podcast est sponsorisé par Creative Pep Talk, le podcast de mon ami Andy G. Pizza. Creative Pep Talk aide les créatifs à développer un travail épanouissant artistiquement et florissant professionnellement. Comme vous le savez, je suis un grand fan de ce podcast. Je dis souvent d'ailleurs que la moitié des choses que j'ai appris et développées au fur et à mesure de ma carrière, je le dois à Creative Pep Talk. Quoi de mieux que de travailler en apprenant quelque chose en même temps? Tout ce qu'il vous suffit de faire, c'est de mettre vos écouteurs et d'écouter. Même pas besoin de lire. En plus, c'est gratuit. Andy est quelqu'un de généreux, de passionné et jamais à court d'idées. Son but est d'aider les créatifs à surmonter les obstacles qui les empêchent d'avancer. Alors, si vous pensez que vous pourriez bénéficier de quelques conseils, mettez ce podcast sur pause et allez vous abonner au sien. Allez-y. Abonnez-vous à Creative Pep Talk. Abonnez-vous, vous. Aujourd'hui, laissez-moi vous présenter mon ami Mickaël Terra. Tour à tour, dessinateur de BD, illustrateur, photographe, graphiste et surtout réalisateur de films, Mickaël est un talentueux touche-à-tout, curieux de tout. Mais ce qui l'anime, c'est son désir de raconter des histoires. Et quoi de mieux que le cinéma pour réussir cela? C'est d'ailleurs majoritairement sur sa casquette de réalisateur que nous nous focaliserons aujourd'hui. Pour la petite histoire, c'est au détour de son second court-métrage en 2016 que Mickaël et moi nous nous sommes rencontrés. Ce dernier m'avait approché pour illustrer le générique de fin de son excellent film Le goût des choux de Bruxelles. Et ce fut un véritable plaisir car Mickaël m'avait fait à 100% confiance. Et ça donne des ailes. L'occasion pour lui et moi d'apprendre à se connaître, collaborer et surtout travailler aux côtés de quelqu'un d'inspirant qui se donne vraiment les moyens d'y arriver. Un excellent souvenir. Et si ça vous intéresse, le générique est visible sur Vimeo. Je mettrai le lien dans les notes de cet épisode, donc n'hésitez pas à aller y jeter un petit coup d'œil. Le goût des choux de Bruxelles, un film belge me direz-vous? Eh bien non, Mickaël est suisse. Dans cet épisode, je vous invite à découvrir comment un garçon issu de la Chaux-de-Fonds entreprend des études en horlogerie pour se tourner vers la bande dessinée et bien des années plus tard, déménager à Paris et se focaliser sur ce qui lui paraissait hors d'atteinte à l'époque, la réalisation de films. Son rêve? Réaliser un long métrage. Et il planche déjà dessus d'ailleurs. Mais avant d'en arriver là, le chemin n'a pas toujours été facile, car Mickaël a dû faire ses preuves. On discute de son parcours, de l'énergie des débuts, de l'importance de s'entourer des bonnes personnes et même de sa vie de famille. Le tout saupoudré de petites anecdotes personnelles. Sans plus attendre, voici donc ma discussion avec Mickaël Terra. Bonne écoute. Merci Mickaël d'être présent sur ce podcast. Ça me fait super plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Merci pour l'invitation. Je suis très content parce que tu as un profil un peu différent de mes autres invités. C'est-à-dire que toi, en fait, tu es complètement multicasquette. Tu es réalisateur de films, photographe, dessinateur de BD, illustrateur, photographe, j'en passe et des meilleurs. Et T'as dit 2 fois photographe. J'ai dit 2 fois photographe. Désolé. Et puis je sais aussi que tu n'es pas que ça aussi. Tu es aussi père de famille. Tu as 2 enfants. Je sais pour te connaître un petit peu que c'est quelque chose qui est relativement important pour toi. Pour un peu discuter de tout ça. Donc merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui. Avec plaisir. Alors la première question que je pose à tous mes invités, c'est qu'est-ce qui te motive à sortir du lit le matin? Ce qui me motive, je sais pas, je suis pas au clair tous les matins. Ce qui m'y oblige, c'est mes enfants. Ça, c'est une réalité. Écoute, j'ai quand même la grande chance. Et non, je vais pas utiliser ce mot-là parce que c'est pas une chance. J'ai choisi de faire un métier que j'aime vraiment. Je me suis donné les moyens pour ça. Ça a pris du temps. C'est même pas encore gagné, hein, toujours, mais voilà. Donc, j'ai pas du tout le sentiment de me lever pour aller travailler. C'est un peu un cliché, hein, mais c'est quand même une réalité. Quand je fais ce que je dois faire, même si c'est des commandes, la plupart du temps, c'est quand même des choses que j'aime faire. Et donc, du coup, à partir de là, c'est pas trop compliqué après, ça dépend, hein. Il y a pas non plus, c'est pas un monde merveilleux de bisounours. Mais globalement, non, oui, j'ai du plaisir à me lever le matin pour faire ce que j'aime. Et je pourrais pas envisager autrement aujourd'hui ma vie, dans le sens où
se lever pour faire quelque chose qui ne soit que alimentaire, pour moi, c'est une hérésie totale. Je sais même pas comment font les gens qui le font. Après, je juge pas. Hein. Il y en a plein qui ont pas le choix, etc. Bien entendu, mais en ce qui me concerne, c'est vraiment c'est fondamental. C'est quelque chose que tu peux pas envisager. Je peux pas envisager de revenir en arrière, non. J'ai travaillé en entreprise, j'ai eu des patrons à l'époque, etc. Et c'est quelque chose que je pourrais plus. Tu faisais quoi avant? Ah, j'ai fait du design horloger, j'ai une formation, donc je dessinais des montres, et avant ça encore, et ça c'est il y a longtemps, mais j'étais bijoutier joaillier. Ah ouais? Ouais. Non, mais je pense que tu me l'avais déjà dit. Ouais, c'est possible. Ouais. Voilà, donc j'étais à l'établi, je faisais des bijoux physiquement, voilà. Donc j'ai travaillé pendant un moment. C'est un très beau métier aussi, tout ça, mais voilà, c'est la liberté que j'ai trouvée en devenant indépendant, en étant freelance et en plus en redirigeant vraiment vers mes premiers amours, qui étaient le dessin, la narration, raconter des histoires. Enfin moi, c'est ça qui me motive le plus, hein, c'est de raconter des histoires. Voilà, c'est d'avoir touché à ça, c'est un peu comme de toucher le Graal. Une fois qu'on y a goûté, on peut pas l'oublier. Donc, si je devais revenir en arrière, il y aurait un sentiment d'échec, de frustration, forcément. Ouais, c'est clair. Et du coup, quand tu rencontres quelqu'un pour la première fois, vu que tu as toutes ces casquettes, tu leur dis quoi? Comment t'expliques un peu ce que tu fais, tu vois? Ah, j'aime pas. C'est toujours compliqué parce que à la fois j'ai pas envie d'être réducteur par rapport à ce que je sais faire, et à la fois j'ai pas envie d'avoir l'air prétentieux, et à la fois j'ai pas envie non plus que les gens aient l'impression que je fais tout et n'importe quoi et rien bien. Donc c'est toujours un peu compliqué. Et du coup, en général, je prends toujours un peu de temps pour expliquer. Et si j'ai pas le temps, je cible qu'une seule chose. En fonction de la personne qui est en face de moi. Si c'est quelqu'un qui bosse plutôt dans le cinoche, ben je ne parle que de la réalisation. Et si c'est quelqu'un qui est plutôt dans le dessin, je parlerai que de ça. Et si j'ai plus de temps, j'explique plus mon parcours et pourquoi j'en suis arrivé, parce qu'en fait c'est pas du jour au lendemain où je me suis dit j'ai envie de faire tout ça. C'est vraiment mon parcours de vie qui fait que j'ai fait ça à certains moments, et j'ai gardé toutes les choses que j'aimais vraiment faire, ce qui m'a mené assez logiquement au cinéma finalement, parce que c'est le cinéma, c'est une accumulation de toutes ces petites choses que j'aime, la photographie, la narration séquentielle avec la BD, voilà, c'est des domaines qui sont cousins. Le cadre avec la photographie, enfin voilà, tout le dessin, le storyboard, voilà. En fait, je retrouve dans le cinéma toutes les choses que j'aime et dans lesquelles je suis passé au cours de mon parcours. Et du coup, voilà, ça s'est fait un peu naturellement et sans que je l'ai vraiment cherché. C'est plus, j'ai beaucoup tâtonné plein de trucs parce que je suis quelqu'un qui je me définirais comme quelqu'un qui n'est pas un spécialiste d'une seule chose. Il y a des gens qui se spécialisent comme toi, par exemple. Tu t'es spécialisé dans un domaine, dans un style spécifique qui est ton identité. Et je trouve ça génial et fascinant parce que moi, je suis l'opposé de ça en fait. J'ai un besoin intrinsèque d'aller découvrir des choses nouvelles tout le temps, de me confronter à quelque chose qui va me bousculer à chaque fois. Et à partir du moment où j'ai le sentiment que je suis capable de faire un truc, ça m'intéresse pas plus que ça de l'approfondir, en devenir une espèce de spécialiste. C'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de découvrir des nouvelles choses. Donc, je vais assez vite passer. Alors, ça veut pas dire que je vais changer de domaine 15 000 fois encore. C'est pas ça. C'est juste que, par exemple, au cinéma, j'aurais pas envie de faire 2 fois de suite le même type de film. Si je fais une comédie, ben mon prochain film, j'espère que je pourrais faire un drame, et puis qu'après je pourrais faire un film de science-fiction, puis qu'après je pourrais faire un film, etc., etc. Pour moi, une carrière fabuleuse, c'est Kubrick qui a pu se permettre de faire ça. Je me prétends pas Kubrick, hein, c'est pas ça, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire, mais c'est en tout cas une carrière que je trouve fascinante parce que chacun de ces films est fondamentalement différent. Et ça a toujours été pour toi, ce besoin intrinsèque de toucher à tout, de découvrir des nouvelles choses? Genre quand t'étais petit, t'étais déjà comme ça? Je sais pas trop, non. Alors je me souviens, j'ai assez peu de souvenirs de quand j'étais petit, mais de ce que mes parents ont pu me dire, je crois que je dessinais énormément quand j'étais petit. Après, je pense vraiment que c'est quand même pas mal lié à mon parcours.
On peut en parler justement, genre comment t'es passé l'une chose à l'autre, qu'est-ce qui t'a amené à aujourd'hui Ouais, alors au départ, moi, je voulais, mon premier désir, c'était de devenir dessinateur de bande dessinée. Et quand j'en ai parlé à mes parents, ils ont retenu le mot dessinateur, ils ont enlevé le mot bande dessinée et ils m'ont trouvé une place d'apprentissage de dessinateur bâtiment. Et c'est autre chose. C'est autre chose. C'est autre chose. Mais c'était pas inintéressant. J'ai fait ça pendant une année. C'était pas du tout ce que je voulais faire, évidemment. Et là, ça a été intéressant parce que j'ai été obligé de m'affirmer en fait. À ce moment-là, après une année de formation, j'ai dû dire à mes parents non, je veux pas faire ça. Et c'est pas facile quand on a 15-16 ans de dire non, je veux pas faire ça. Donc il a fallu un peu batailler et là je me suis imposé, j'ai dit voilà, moi je veux faire l'école d'art parce que moi j'aimerais apprendre à dessiner, etc. Et donc et puis bon bah voilà, après des négociations et ils ont accepté que je fasse l'école d'art pour autant que j'ai quand même un métier. Donc c'était l'école d'art appliqué, donc je suis devenu bijoutier joaillier. Pourquoi bijoutier joaillier? Parce que je te fais la version un peu longue, hein, mais ouais, avec plaisir. Pourquoi bijoutier joaillier? C'est parce que c'était un peu les années où l'informatique explosait pour les graphistes qui avaient plus de cours d'illustration par exemple. Donc ça aurait plus été logique que je devienne graphiste. Mais comme l'ordinateur avait pris le pas, on m'avait appris que dans l'école en question, il y avait moins de cours de dessin pour les graphistes qui avaient été remplacés par des cours d'informatique. Et moi, ça m'intéressait pas plus que ça. Donc, j'ai appris que les bijoutiers, ils faisaient encore toutes leurs misonnettes de bijoux et tout ça à la gouache, à la main, et qu'ils avaient beaucoup de cours de dessin. Et donc, je me suis dit, si je veux apprendre à dessiner, il faut que je devienne bijoutier joaillier voilà. Donc, je suis devenu bijoutier joaillier, ce qui est un métier qui m'a beaucoup plu. Moi, je suis un manuel, donc j'aime ça. Ça, c'était fascinant. Le bijou, c'est de la sculpture, c'est de la sculpture en petit format, mais ça reste quand même. Et donc j'ai appris quand même la proportion, les formes, le volume. Ça a développé plein de choses intéressantes. Et voilà. Et puis après, en sortant de cette école, j'ai travaillé dans ce domaine-là quelques années. Puis après, j'ai eu vraiment envie de revenir à mes premiers amours, le dessin. Donc j'ai fait une seconde formation dans une autre école d'art. Toujours en Suisse. Toujours en Suisse, ouais. Et dans laquelle c'était vraiment spécialisé bande dessinée, illustration. Et là, j'ai fait cette école. Et en sortant de cette école, j'avais un peu le domaine bijoutier, joaillier, horlogerie, voilà, et le dessin où j'avais acquis c'est quand même un certain niveau. Et donc j'ai lié les deux et je suis devenu designer horloger. C'est comme ça que ça s'est fait en fait. Et là, j'ai travaillé quelques années dans ce domaine, c'était intéressant. Mais même chose, voilà. Moi, en fait, ce que aujourd'hui je peux analyser de mon parcours, c'est qu'en fait, plus que de devenir dessinateur de bande dessinée, je pense que je voulais raconter des histoires. Et c'est ce qui me motive aujourd'hui, c'est de raconter. Et donc, suite à tout ça, j'ai encore une fois voulu revenir vraiment. On va y arriver un jour quand même. Et donc j'ai commencé à faire. En fait, je m'étais mis à 50%. J'ai gardé la moitié de mon temps pour développer mes projets personnels en BD en l'occurrence. J'ai gagné une bourse pour venir à Paris à la Cité internationale des arts. Et donc ça a été ce qui m'a permis de mettre le pied à l'étrier. Ça m'a lancé. Je suis venu à Paris avec une bourse. Forcément, ça aide. Même si c'était pas des grosses sommes, mais bon, du coup, c'est quand même un temps spécifique mis pour ça à part. Et à partir de ce moment-là, c'est là que je me suis vraiment lancé en indépendant. Et que j'ai fait quasiment plus que du dessin, soit de l'illustration, soit de la BD, soit etc. Ce qui venait. Après j'ai pris encore quelques petits mandats de design horloger parce que ça c'était quand même mieux payé. mais voilà, c'est en gros le parcours. Comment je suis arrivé là. Ah puis bon oui, alors comment je suis arrivé encore au cinéma, c'est en arrivant à Paris. Je travaillais avec des scénaristes. J'avais pas la légitimité d'écrire des scénarios moi-même. J'avais pas eu de formation à ce niveau-là, et ça me frustrait terriblement. Et j'ai fait une formation de scénariste pour le cinéma en arrivant à Paris, et cette formation a été hyper importante parce que ça m'a désacralisé le milieu du cinéma que je mettais sur un piédestal, une espèce de truc intouchable que des gens très intelligents plus que moi faisaient dans les grandes villes. Moi, je suis né dans une petite ville à Chaux-de-Fonds en Suisse, une ville de montagne. Enfin voilà, c'est pas enfin je sais pas, c'est pas le genre d'endroit où quand on est là, on se dit je vais devenir un grand réalisateur. En tout cas moi pas. Enfin, voilà, j'avais pas cette ambition là à ce moment-là. Je pouvais pas y rêver de ça. Et puis là, de graviter pendant une année pendant cette formation avec des gens qui faisaient des courts-métrages, qui travaillaient, qui essayaient de faire percer dans ce domaine.
je me suis dit bah ouais, mais en fait c'est comme n'importe quel autre domaine, c'est accessible et pourquoi pas moi. Et donc j'ai commencé à écrire des courts-métrages et puis chemin faisant, voilà, j'ai réalisé mon premier film, mon deuxième film, etc. Donc si je me trompe pas, en 2013 tu sors l'héritage. Exactement. Et en 2016, Le goût des choux de Bruxelles. C'est ça. Quel regard tu portes sur l'héritage, cette période, cette époque? C'était une période particulière, pour plein de raisons à la fois personnelles et professionnelles. Disons, en fait, ça fait un peu de façon particulière. J'ai rencontré pendant ma formation de scénariste une personne qui s'appelle Adeline Monzier, qui à ce moment-là, pendant qu'on faisait la formation ensemble, elle travaillait dans la distribution cinéma. On est devenus amis et après cette formation, elle m'a recontacté quelques mois après. Je me souviens plus trop des délais exacts, mais bon, bref, elle m'a recontacté en me disant voilà, j'ai monté une boîte de prod. Est-ce que ça t'intéresse qu'on produise ton premier court-métrage? Et en fait, elle s'était mise en association avec une autre personne et elles avaient envie de produire quelque chose avec quelqu'un qui avait un univers qui pouvait apporter peut-être quelque chose d'un peu frais, on va dire. C'est comme ça qu'elles me l'ont présenté en tout cas. Elle voulait pas aller chercher des gens à la Fémis pour avoir des films très franco-français, un peu fémis, avec une identité très voilà. Et mon parcours, justement, un peu hors norme, un peu BD, machin, truc, ça les a intéressés. Elles m'ont proposé et là, je leur ai envoyé quelques scénarios que j'avais dans mes tiroirs parce qu'en fait, sa collaboratrice Isabelle, je la connaissais pas du tout, et elle savait pas trop ce que je faisais, donc je leur ai fait lire des choses. Et en fait, elles ont dans le lot de ce que j'avais envoyé, il y avait l'héritage. Mon premier film. Et en fait, assez rapidement, elles m'ont dit mais ce scénario, il nous parle, il nous intéresse, donc on aimerait bien partir là-dessus. Et en fait, la particularité, c'est que ce scénario, je l'avais écrit pendant les cours de scénario, un peu comme un exercice que pas une seconde, tu imagines que tu vas le réaliser un jour, donc sans limite en fait. Et quand elles m'ont dit ça, tout à coup, je l'ai relu avec une optique de devoir faire ce qui était écrit. Et là, je me suis dit, mais c'est pas possible. Enfin, il va falloir qu'on boive un café et qu'on discute un peu, parce que. Et en fait, je pense que autant elle que moi, personne, on avait vraiment conscience de ce que c'était ce scénario et de ce que ça représentait. Et tant mieux, parce qu'en fait, on a pu le faire grâce à ça. Tu sais, la petite phrase un peu bateau qui dit, on savait pas que c'était impossible, alors on l'a fait. Ouais. Et ben, c'est ce projet, je peux vraiment l'inscrire là dans cette phrase-là, parce que sur le papier, c'était un projet infaisable, c'est un projet infinançable, ça aurait demandé, je sais pas combien de centaines de milliers d'euros, et on l'a fait avec un peu d'argent, mais pas du tout suffisamment pour pouvoir faire un projet comme ça. Mais par contre, ouais, ce projet, il est particulier pour moi parce je le trouve plein de défauts. Rétrospectivement, c'est pas un projet qui est complètement abouti, évidemment, mais c'est un projet qui a une énergie de dingue que je suis pas sûr que j'aurais encore cette énergie aujourd'hui pour pouvoir faire un truc. L'énergie du premier jet, quoi. Exactement, l'énergie du premier film. C'est vraiment et qui m'a permis de déplacer des montagnes, d'aller de réunir une équipe de fous furieux sur une motivation incroyable que j'avais à ce moment-là. Et je sais que j'ai réussi à entraîner les gens avec moi parce que j'étais animé par ce truc d'y arriver, quoi. Et voilà, donc à ce niveau-là, c'était assez fascinant. Après, sur un plan de vue plus personnel, c'était une période particulière parce que il y avait des gros changements dans ma vie. J'étais en train de divorcer. Et du coup, ça faisait un changement à la fois professionnel, à la fois personnel, à la fois. C'était un espèce de grand bouleversement ces années-là. Donc c'était intéressant. Et puis voilà, après, comme je viens de le dire, il y a plein de choses que je referais pas la même chose, mais il a le mérite d'exister. Ouais. Quand on essayait de le financer, je me souviens d'un financeur dont je tairai le nom, qui nous avait dit, mais de toute façon, on va pas vous aider financièrement à faire ce projet parce que de toute façon, ce projet ne verra pas le jour. C'est impossible, vous y arriverez pas. Et ouais, je pense que ce monsieur, je pourrais presque le remercier aujourd'hui parce que moi, ce genre de petites phrases, ça a plutôt tendance à me motiver que l'effet inverse, en fait. J'ai plutôt envie de lui dire, bah, tu vas voir. Ouais, c'est ça, ouais. Prouver. Virgule, connard. Ouais. Voilà. Ouais. C'est le challenge qui te motive, quoi, au final, quoi. Ouais, peut-être. Ouais, il y a de ça. Ouais, c'est possible. Et juste après
que ton film est sorti, je me souviens, il me semble que tu avais mentionné que tu avais mis beaucoup de temps à t'en remettre. Genre de ce premier, ça a dû te demander une énergie de dingue. Et ouais, alors après c'était un projet compliqué à tous les niveaux. Il y a beaucoup de choses qui se sont accumulées. Ça a été comme c'était un projet très lourd et qu'on n'avait pas l'argent pour le faire et qu'il fallait une équipe de dingue et que, enfin voilà, on a été confronté à systématiquement des problèmes, toujours des problèmes qu'il fallait solutionner. Et donc du coup ça m'a pris une énergie de fou furieux et c'est ajouté à ça. Alors ça c'est la vie et c'était un peu dur, mais la deuxième productrice dont j'ai parlé, Isabelle, est décédée juste après le tournage en fait d'une leucémie. Donc déjà sur le plan humain, c'était forcément très dur, d'autant plus que c'était la meilleure amie d'Adeline, les deux productrices qui s'étaient mis à travailler ensemble, hein, donc c'était humainement très lourd et en plus forcément si je regarde d'un point de vue uniquement professionnel, ça a été une tragédie professionnelle dans le sens où j'avais le sentiment de plus avoir de producteur pendant une assez longue période où Adeline était au fond du trou à cause de tout ça. Et puis enfin voilà, ça a créé une espèce de vide comme ça. Donc c'était dur, c'était très dur. C'était une période sévère, ouais. Donc j'étais arrivé au bout du film, ouais, j'étais physiquement très fatigué. Je suis tombé malade et tout ça. Mais bon, rien d'exceptionnel, hein. Je pense que ça arrive assez souvent quand on fait des projets très lourds comme ça, et qui sont portés à bout de bras parce qu'ils sont pas soutenus par des instances financières, etc. Enfin, qui aident à porter tout ça, quoi. Et puis en tant que réalisateur, en plus, le réalisateur, même s'il y a une production derrière, hein, c'est quand même le réalisateur qui porte le projet de toute façon et qui fait avancer les choses et qui doit motiver tout le monde et qui doit faire en sorte que. Et donc voilà, je me suis retrouvé en post-prod avec un peu toutes les casquettes et c'était mon premier film, donc j'avais jamais fait ça et il y avait pas de directeur de post-prod et donc j'ai dû gérer ça et puis enfin bref, mais moi j'aime bien dire que ce film avec tous les défauts qu'il a, j'aime bien dire c'est mon école de cinéma parce que toutes les problématiques qu'il a fallu solutionner, à chaque fois j'ai appris des choses et aussi sur le plan humain, il y a eu des choses humainement un peu compliquées à gérer avec certains membres de l'équipe, etc. Et puis on apprend et puis tout ça c'est fascinant. J'ai appris que voilà au cinéma, on s'entoure avant même de faire un projet, etc. On s'entoure, on doit trouver les bonnes personnes, les bons collaborateurs avec qui on sait que humainement déjà il va se passer des choses intéressantes et que ça va être ça veut pas dire que c'est des gens qui vont vous taper dans le dos et qui adorent ce que vous faites et tout le temps. Il peut y avoir de la confrontation, ça c'est pas un problème, mais une confrontation saine qui va faire avancer les choses, qui va porter le projet vers le haut, etc. Et ça me pose pas de problème. Après c'est pas toujours le cas, donc voilà, j'ai appris beaucoup de choses, tant sur le plan humain, artistique, technique, sur ce projet. La meilleure des écoles, quoi. Ah, la meilleure des écoles, le terrain, ouais. Ça m'arrive qu'il y ait des jeunes qui viennent me dire, comment on devient réalisateur? Moi, j'ai qu'un truc à leur dire, faire. Voilà. Il y a que ça. Ouais, c'est clair. Faire et bien s'entourer, si j'entends bien. Faire et bien s'entourer, ouais, complètement. Et comment tu fais pour bien t'entourer? Comment tu fais pour savoir avec telle personne ça a bien cliqué? Je sais pas, c'est de l'humain, enfin, c'est de la, je sais pas. J'ai pas de réponse à ça. Oui, c'est ça, c'est le feeling. Après, c'est drôle parce qu'il y a des gens avec qui, sur le moment, ça s'est pas forcément très bien passé, qui pour autant sont devenus des amis malgré tout, et avec qui je pourrais malgré tout envisager de retenter l'aventure. C'est pas non plus, c'est pas parce qu'une fois ça s'est mal passé que, enfin, je sais pas. Après, c'est vraiment, c'est très personnel et c'est très au cas par cas, quoi. Ouais. Et il y a un truc que j'ai appris aussi sur ce projet, c'est d'être reconnaissant envers toutes les premières personnes qui acceptent de s'engager. Quand j'étais sur ce projet, j'étais très timide. Enfin, je suis pas quelqu'un foncièrement timide, mais j'étais, je trouve pas le mot exact. Allez, disons timide, c'est pas grave. Sur le fait d'aller chercher des gens qui pourraient m'accompagner. Et dès qu'il y avait une personne qui avait déjà fait un peu des trucs, etc., j'étais flatté qu'ils puissent travailler avec moi. Intimidé, voilà, c'est ça. Il y avait exactement. Merci. Et ça se rapprochait de timide. Oui, c'est pas loin. Et
Et du coup, voilà, je peux même citer des noms. Il y a Stéphane Stradella, qui est un mec qui vient des effets spéciaux, qui a un CV monumental. Il a fait Prometheus, il a fait enfin des énormes machins comme ça. Et lui, sur la base de presque rien, en gros, le scénario, 3 dessins que j'avais pondus pour un peu vendre le projet et une discussion qu'on a eue face à face où j'avais encore ce feu incroyable en moi que j'ai peut-être un peu perdu, c'est possible, je sais pas, j'espère pas. Il a décidé de s'engager sur le projet et il a dit ouais, moi je prends en charge une partie des effets spéciaux et surtout la supervision des effets spéciaux, etc. Et j'avais un mec incroyable dans l'équipe. Et en fait, ce premier oui, en fait, c'est fou, hein, mais ça a déclenché tout en chaîne tout plein d'autres choses. Parce que une fois que lui, qui est très reconnu dans le domaine dans lequel il travaille, a dit oui, ça rassure un autre qui, etc. Hein, et de fil en aiguille, j'ai réussi à réunir une équipe incroyable autour de moi qui n'avait jamais fait de film. Enfin, c'était fou, quoi. Si je comptais les années d'expérience des gens qui travaillaient avec moi sur ce projet, c'était monumental. Pour la petite anecdote que je trouve quand même phénoménale, le preneur de son sur le tournage, ouais, enfin pas plus que le preneur de son, l'ingé son, il avait travaillé avec Sergio Leone sur Il est une fois en Amérique. Waouh, Ouais, trop fort. c'est merveilleux, non? Ouais, ça fait trop une bonne histoire, quoi. Bah ouais, il était perchman, voilà, il était jeune et tout ça. Et tu l'as trouvé ici à Paris? Ouais, mais justement de fil en aiguille, en étant dans le réseau, en parlant, en discutant, en passant des coups de fil, en cherchant, et tout à coup, je sais même plus qui me l'avait présenté, mais enfin quelqu'un me dit essaye de téléphoner à telle personne, et je l'appelle et il dit oui, et il était sur le tournage et c'était un mec adorable, et voilà. C'est un peu grisant, non, ce jeu du réseau, non? Ouais, bah oui, parce que en fait, je me suis rendu compte qu'il fallait oser, chose que j'ai dû apprendre parce que c'est pas du tout ça. Pour le coup, c'est pas trop dans ma nature d'oser aborder les gens et de leur dire allez, venez, on y va. Surtout s'ils ont une expérience telle que ces gens-là. Et en fait, si, il faut oser. Ouais, je me suis aussi rendu compte d'une chose qui était intéressante, comme c'était un film de genre, on en a pas parlé, mais c'est un conte fantastique. C'était aussi intéressant de voir qu'il y avait une frustration en France de ce genre-là. Et en fait, j'ai réussi à bouger pas mal de personnes uniquement sur cette base-là, en disant bah ouais, on va faire un film de genre de qualité avec des effets spéciaux de qualité, avec une histoire qui tient à peu près la route, même si j'ai très envie de revenir sur le scénario, mais je peux pas. Bref, voilà. Et en fait, cette frustration a fait que il y a plein de gens qui ont eu envie de dire, bah ouais, ça serait cool qu'il y ait un truc qui se passe à ce niveau-là. Et donc voilà, c'est je sais pas, c'est une espèce d'accumulation de plein de facteurs qui se sont agencés les uns avec les autres, qui ont fait que ce film a pu voir le jour. Ouais. Et donc 2013, l'héritage. Ensuite, tu te remets. Ouais, je me remets. Puis le film vit sa vie. Enfin voilà, un court métrage, c'est d'abord une vie en festival, ensuite c'est une vie éventuellement en VOD, après c'est une vie éventuellement en télévision. Voilà tout ça. Et donc il a eu une belle vie. Hein. On a fait une 50aine de festivals, il y a eu une 20aine de prix dans le monde entier. Enfin voilà, c'était plus que je m'attendais pour un premier film, c'était super. Ce qui a malgré tout fait un peu parler dans les petits milieux du court-métrage, et qui m'a permis de rencontrer des gens, et notamment la Full Dawa Production, avec qui que j'ai rencontré au Festival de Cannes, c'est une amie commune qui nous avait présenté. Et voilà, je les ai rencontrés, j'avais mon nouveau scénario dans la poche qui était écrit. Je lui ai passé et puis voilà, ça s'est fait assez facilement finalement. Mais parce que j'ai fait ce premier film, c'était ta carte de visite. C'était une carte de visite, ouais, parce que je pense que ça, même si encore une fois, hein, faut que j'arrête de dire ça, mais encore une fois, même s'il est pas parfait, je pense que cette énergie folle qu'il a fallu pour le faire rassurait énormément en fait. Parce que ça montre malgré tout que ben voilà, de l'énergie j'en ai, même si ça suffit pas toujours, mais en tout cas ça c'est pas ça qui manque. Et puis que j'avais une capacité de gestion d'une grosse équipe. On était 40 sur le tournage. Enfin c'était un gros tournage pour du gros métrage. C'était pas rien. Donc et puis de la gestion des différents effets spéciaux qu'il a fallu dispatcher entre la Suisse, la France, etc. On avait 4 bureaux d'effets spéciaux différents qui bossaient parce que voilà, comme on n'avait pas de sous, fallait bien
que chacun prenne une petite part et l'offre généreusement. Enfin, donc voilà, tout ça fait que ça rassurait sur le fait que j'étais capable de gérer. Et puis bah voilà, ça a permis de monter le goût des jeux de Bruxelles. Exactement. Et du coup, toute cette énergie que tu as dû décupler pour l'héritage ne t'a pas découragé pour recommencer l'expérience? Non. Et du coup, en comparaison, cette deuxième expérience, elle ressemblait à quoi? Ah, ça avait rien à voir. C'était beaucoup plus facile. C'était plus facile parce que ben déjà c'était un projet qui était je veux pas dire mieux produit parce que le Black Rabbit Film qui avait produit l'héritage ils ont fait un super boulot, mais c'était plus facile à produire parce que alors déjà c'était pas un film de genre, donc c'est quand même plus facile à produire en France. On a rapidement eu, mais là aussi, je pense que voilà, j'avais déjà fait quelque chose, donc je suis plus dans la position du mec complètement inconnu qui débarque. Donc on a eu une région, ensuite on a eu un préachat de France 3, et puis enfin voilà, tout ça fait que ben du coup on avait un peu d'argent, et puis après on a eu un peu d'aide du CNC, puis bref, ce qui fait que déjà il y avait plus d'argent que pour le premier, alors que c'est un film qui coûtait moins cher. Puis après, ben voilà, humainement, il y a eu zéro problème avec l'équipe sur le tournage. C'était un tournage de rêve. Enfin, moi, j'ai un souvenir merveilleux de ce tournage qui s'est passé incroyablement bien avec des comédiens, mais tout le monde. Enfin, je parle pas que des comédiens, même les électros, les machinaux, tout le monde était à fond, tout le monde avait envie de bosser, tout le monde était je crois que tout le monde croyait en ce projet, donc ça faisait super plaisir, et puis c'était grisant. Puis voilà, très bonne ambiance de tournage, vraiment. On a tourné en plein été, on avait une magnifique maison avec une piscine, on pouvait tous aller dans la piscine le soir quand on avait terminé, alors que l'héritage, on l'a tourné en plein hiver, il faisait 0 degré, on se les caillait, et puis ça a peut-être contribué aussi au fait que c'était plus compliqué, hein, c'est un tournage plus dur, quoi. Donc, mais ouais, c'était un bonheur. Puis t'as pu bosser avec Jean-Luc Bidot. Jean-Luc Bidot, Joséphine de Rennes, Pauline Lefebvre et Niki Naudet, donc le quatuor qui a fait le film, et c'était là aussi bonheur total d'avoir des comédiens de cette trempe qui finalement on fait pas des prises pour que ça joue juste, on fait des prises pour chercher comment on peut apporter le bon mot au bon endroit, peut-être la meilleure intensité, un peu plus de colère, un peu moins de colère, etc. Enfin voilà, c'est complètement autre chose. Et tu disais tout à l'heure que vous aviez plus de fonds, plus de ressources financières. J'imagine que c'est un gouffre Afrique de faire un court métrage. Et tu me corriges si je me trompe, mais il me semblait que tu m'avais dit, genre il y a quelques années, que t'avais touché genre 50 balles ou un chèque que t'as encadré ou quelque chose comme ça. Oui, non, c'est sûr, c'est pas avec le court-métrage qu'on devient riche. Alors, paradoxalement, c'est drôle parce que j'ai eu un moment le sentiment d'être plus contraint sur le goût des jeux de Bruxelles alors qu'il y avait plus d'argent que sur l'héritage. Parce qu'en fait, après c'est humain, hein, à partir du moment où on paye une personne pour faire un travail, à partir du moment où il est plus payé, ben il dit bah ouais mais par rapport à ce que vous m'avez payé, j'ai donné ce que j'avais à donner, et c'est normal parce que ça quand on paye, ben il y a un contrat qui s'établit, et voilà, on paye pour tant, voilà. Alors que sur l'héritage, comme la plupart des gens n'étaient pas payés, il n'y a pas de contrat clair, et c'est que de la motivation, et voilà, donc du coup j'ai l'impression qu'on a obtenu beaucoup plus de choses des gens qui n'étaient pas payés que de certaines personnes, pas tous, hein, après il y a des gens merveilleux qui ont donné plus, enfin, évidemment, hein, mais voilà, c'est marrant parce que je me disais ok, le fait de payer, et je suis pour, hein, attention, je suis pas en train de dire qu'il faut pas, hein, bien au contraire, je suis absolument ravi d'avoir pu payer les gens qui ont bossé avec moi et tout ça, mais bon, tout ça pour dire que le réalisateur c'est le dernier payé parce que c'est mon projet, et donc du coup voilà, j'ai pas touché grand chose. Après j'ai récupéré un peu d'argent sur les droits d'auteur quand les diffusions télévision, tout ça, donc ça c'est pas du tout inintéressant. Du coup, ce que t'en ressors, c'est le plaisir d'avoir fait des films, c'est la gratification, c'est un sentiment d'accomplissement, c'est
Ouais, c'est même plus que ça. C'est des cartes de visite. C'est les deux films ensemble font une jolie carte de visite qui m'ouvre des portes vraiment intéressantes. En général, maintenant, si j'envoie un projet dans une boîte de prod et que j'accompagne le projet de ces deux films, je suis pris au sérieux. Les gens lisent mes projets. J'ai même des rendez-vous. Enfin voilà, ça c'est. Et donc, j'ai envie de dire que c'est ce qu'il fallait. J'avais besoin de dire, voilà, j'ai une certaine légitimité à faire ce métier. Il fallait bien que je le prouve d'une façon ou d'une autre. Ces deux courts-métrages, je pense, j'espère, je le prouve un petit peu. Et donc, voilà. Mais ouais, c'est une carte de visite avant toute chose, bien sûr. C'est autant d'années pour prouver qu'on peut te prendre au sérieux, quoi. Et que t'es pas un petit rigolo. Ouais. Et c'est pas fini. Hein. Oui, parce que tu bosses, on peut lire sur ton site internet d'ailleurs que tu bosses actuellement sur ton premier long métrage. Ouais. Du coup, ouais, c'était ces deux premiers courts métrages qui t'ont ouvert des portes pour potentiellement faire un long. Ouais, c'était l'objectif, ouais. Et les deux ont été pensés un petit peu dans cette idée-là. Même si je trouve que le court-métrage c'est un format absolument génial et qu'il y a des choses fantastiques à faire, c'est tellement une antithèse de la façon dont on peut gagner sa vie. Enfin, je veux dire, ça marche pas le court-métrage à ce niveau-là. Je crois qu'il y a certaines personnes qui arrivent à gagner un peu d'argent avec le court-métrage en produisant beaucoup, etc. Mais ça reste rare. Puis moi, j'ai envie de raconter des choses plus longues. Enfin voilà, c'est un format. Je pense que je me sens un petit peu restreint dans le court-métrage malgré tout. J'ai envie de raconter des choses en prenant plus de temps. J'ai l'impression qu'en court-métrage, c'est peut-être une fausse impression d'ailleurs parce que j'ai vu des courts-métrages d'une lenteur absolue et très beaux. Mais pour le coup, je sais pas faire. Donc non, moi, je suis très très impatient de passer au long. Ouais. Et c'est ce besoin de raconter plus de choses qui est ce petit côté de reviens-y. Parce que vu tout le boulot que ça demande et que allez, on y retourne, c'est parce que t'as encore plein de choses à raconter, quoi. Ah ouais, non, mais alors des choses à raconter, alors ça c'est pas un problème. Moi, les gens qui me disent qu'ils ont pas d'idée, ils savent pas quoi raconter, moi ça me fascine. Moi, j'ai trop de choses à raconter. C'est pas prétentieux, c'est vrai. Hein. C'est vraiment, les idées, ça manque pas du tout. Et il y a tellement de choses qui me passionnent ou qui m'énervent ou qui m'attirent ou qui me dégoûtent enfin, ça fait autant de sujets à parler que de, enfin, ça manque pas du tout, quoi. Et vu qu'un film ou un long métrage, enfin, un court métrage ou un long métrage, c'est potentiellement fastidieux, tu as l'occasion d'exprimer tout ça aussi avec l'illustration, la bande dessinée, de la photographie aussi. Est-ce que ça te permet de raconter d'autres choses mais de façon plus rapide? Ouais, tout à fait. Bah, j'ai jamais laissé tomber le dessin pour autant. Hein. De toute façon, je pourrais pas. C'est avec ça que je gagne ma vie. Et oui, bien sûr. De toute façon, c'est des domaines qui sont cousins, mais complètement complémentaires pour moi. On peut faire des choses en bande dessinée qui seraient très 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 compliquées à faire au cinéma, sauf d'aller à Hollywood avec des budgets faramineux. Terry Gilliam, Terry Gilliam, c'est un des réalisateurs que j'apprécie, bien sûr. Et voilà, faire des films comme il a fait, c'est en France, je suis pas sûr que ce soit possible en fait. Donc en France ou en Suisse ou en Belgique, enfin voilà, c'est très compliqué. Hein, à quelques exceptions près, hein, Mr Nobody qui était un film belge incroyable, voilà. Mais voilà, donc en BD, c'est une liberté immense, phénoménale de créativité, qui est sans limite, on peut faire tout ce qu'on veut. Donc ça, c'est vraiment un bonheur, voilà. Et je pense que le fait de passer d'un à l'autre, pour l'instant, ça me convient bien, c'est intéressant. Ça, l'un nourrit l'autre. Enfin voilà, c'est. Ouais. Au long terme, tu bosses sur tes films. Et à court et moyen terme, tu bosses BD, illustration, etc. Ouais, c'est ça qui te fait gagner ta vie, en fait. Tout à fait, ouais. Ah ouais. Et c'est une équation qui te va et qui te plaît, quoi. C'est une équation qui me convient bien en ce moment, ouais. Parce que c'est un peu comme je te l'avais une fois raconté, hein. Il y a eu un moment où j'étais frustré de pas faire plus de cinéma, que ça aille pas plus vite, parce que le cinéma c'est très long, c'est très 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 long. En fait, moi j'ai fait pas mal de projets jusque-là, des projets artistiques qui étaient plutôt liés au livre. Et en fait, c'est des projets que j'ai tenus moi à bras le corps et que en gros, ils ne voyaient le jour que si je me sortais les pouces et que je les faisais. Il y avait personne pour me dire non. En fait, et dans le cinéma, il y a pas une, deux, il y a 15 personnes qui peuvent dire non.
il y a les producteurs, il y a les financeurs, il y a les distributeurs, il y a il y a les chaînes de télé, il y a tous ces gens qui interviennent à un moment ou à un autre dans le projet, qui peuvent mettre un haut là ou faire évoluer le projet différemment ou imposer tel casting ou enfin voilà, il y a tellement de choses qui rentrent en ligne de compte et qui font que c'est un processus extrêmement lent. Et pour pallier à ça, moi j'ai besoin aussi de choses qui sont plus rapides et qui ne dépendent que de moi en fait, parce que sinon je deviens fou. Mais je comprends totalement. Ce que tu me décris là, c'est mon cauchemar, quoi. Enfin, je pense qu'une des raisons pour lesquelles, je te le disais tout à l'heure, que si j'avais pas fait des études de graphisme, j'aurais fait des études de cinéma. Ça me fascinait de devenir réalisateur. C'est quelque chose qui m'aurait beaucoup plu. J'ai fait du théâtre de mes 6 à mes 21 ans. Et la réalisation, c'est vraiment quelque chose qui m'intéressait. Mais je pense que je suis un mauvais coéquipier. Je suis pas bon dans les compromis. J'aime bien mener ma barque là où je veux. En tant qu'illustrateur, notamment par exemple pour la presse, t'es sur des deadlines super serrés et du coup il y a un renouveau constant. Tu mâchouilles pas le même projet pendant des mois et des années. Et j'aime beaucoup ce côté immédiat. Et aussi il y a un autre facteur qui entre en compte et dont j'aimerais aussi pouvoir discuter avec toi, c'était notamment la vie de famille, quoi. Alors bon, il s'avère que pour moi, ça a toujours été quelque chose de relativement important. Même plus jeune, je me disais, j'ai envie d'avoir un métier créatif. Je suis obligé de vivre. Je peux pas faire autre chose qu'un métier créatif. C'est un besoin intrinsèque. Mais j'ai envie d'avoir aussi une vie de famille. Et quand je regardais les making-of de films, etc., ou la vie des réals en tournage aux 4 coins de la planète, ou le marathon que tu as un petit peu décrit au niveau des financements, de rencontrer les gens, tous les noms, toutes les portes claquées, jusqu'à ce que tu aies enfin un oui qui te permet juste d'aller un tout petit peu plus loin, etc. Je pense que là, mis bout à bout, c'est ce qui m'a mené à cette carrière d'illustrateur freelance que je fais actuellement, où en fait, je suis tout seul. J'ai très peu d'intermédiaires entre le client et moi. Les deadlines sont très rapides et d'avoir une vie de famille aussi. Je suis très flexible. Je suis. Du coup, voilà, moi je me posais cette question par rapport à toi. Tu sais, genre moi, ce qui me décourageait à l'époque, pourquoi est-ce que je me suis pas lancé dans le cinéma notamment, c'était j'ai l'impression que c'est incompatible d'avoir une vie de famille et de faire du cinéma. Mais toi, tu l'as fait. Du coup, comment tu vis ça en fait, toi? Alors je l'ai pas encore fait entièrement, hein, parce que pour l'instant j'ai fait que du court-métrage. Ouais. Et je pense que ça c'est pas encore complètement la même chose que le long. Mais alors, je me suis pas encore projeté plus que ça sur ce qui allait se passer, parce que j'ai tendance à pas beaucoup me projeter en fait. Non, je prends les choses, je prends les choses un peu comme elles viennent. Moi, j'ai toujours considéré, par rapport aux enfants, hein, tu poses la question. Moi, j'ai toujours considéré que les enfants, ils arrivaient dans un monde qui était le nôtre avec ma femme et moi, et qu'ils allaient s'adapter à notre monde. Moi, je trouve que ce serait pas juste de bouleverser complètement mon univers, notre univers, pour eux. Parce que ce serait d'une certaine façon, ce serait leur mentir sur qui on est, sur voilà. Donc en fait, ils arrivent dans une famille dans laquelle voilà, moi je fais le métier que je fais, Odelle fait le métier qu'elle fait, et ils s'adaptent à ça. Ça veut dire que peut-être que voilà, il y aura une période où je serai absent en tournage, etc. Je serai absent pendant cette période et après je serai plus présent et c'est un rythme un peu différent. Enfin, je sais pas. Je pense que ça se passera très bien. Ça s'est très bien passé jusque là. Et alors, c'était pas des périodes très longues. Hein. Un tournage de court métrage, ça se réduit à 1 semaine à peu près. Donc c'est pas très compliqué. Mais non, ça m'inquiète pas plus que ça. Et si ça devient des tournages qui sont vraiment trop longs, il y a toujours des solutions pour les faire venir ou pour enfin j'en sais pas, on verra, on s'adaptera. Moi je pense que s'adapter c'est la base dans la vie quand même globalement. Ouais. Donc ils s'adapteront. Si je peux leur passer au moins ça, une capacité d'adaptation, ça sera déjà pas mal. J'imagine que c'est relativement fascinant d'avoir un papa qui fait des films, qui fait du dessin. Moi je sais que c'est aussi quelque chose dans lequel je me projette. Pour la petite histoire, voilà, moi j'ai un fils qui a 8 mois, donc moi c'est tout à fait nouveau de découvrir cette casquette de créatif et de papa en même temps. Et j'aimais bien l'idée
Ouais, qu'est-ce que tu fais, papa? Ben, viens sur mes genoux, je vais te montrer, je bosse sur ceci. Je lui montre mes illustrations et je trouve ça hyper fun, quoi. Ouais, alors moi, oui, hein, je te rejoins et en même temps, je me dis que ça, c'est la vision du papa, Du jeune qui papa. est fier et qui fait un métier passion. Donc voilà. Après, c'est drôle. Je lisais, ça fait déjà un moment, mais ça m'avait marqué un interview de Zepp, le dessinateur de Titeuf, qui on lui avait posé à peu près la même question. Vos enfants doivent être fiers quand même, le papa de Titeuf à la maison, gna gna gna. Ouais. Et il avait répondu cette réponse que j'avais trouvée très juste et que je trouve assez juste par rapport à ce que je vis aujourd'hui avec mes propres enfants, c'est que oui, il voit les dessins, il trouve ça chouette, il dessine à côté de moi, voilà et tout ça. Mais en même temps, ils sont nés là-dedans, c'est une normalité pour eux, ça a rien d'exceptionnel. Ah oui. C'est pas, ils vont pas se comparer aux parents de leur, parce qu'ils savent pas forcément ce que font comme métier les parents de leurs copains, etc. Donc c'est leur normalité, leur normalité, c'est que moi je fais du dessin et du cinéma et puis voilà. Et puis à côté de ça, je suis leur papa et je suis un vieux con. Non, mais c'est vrai. Ouais. Alors peut-être pas encore complètement parce qu'ils sont encore jeunes et puis il y a pas encore cette notion-là, mais on sent les choses arriver gentiment avec mon fils qui a déjà 7 ans. Voilà, de temps en temps, ça vrille un peu là-dessus et c'est normal. Et je pense que ça fait partie de notre rôle de parents d'être des vieux cons. Et parce que eux, ils arriveront avec leurs idées fraîches par-dessus et puis ils vont construire quelque chose de nouveau avec une énergie de jeunesse incroyable, etc. Et c'est normal et ils vont prendre leur place. Et pour prendre leur place, on doit devenir des vieux cons. Et je suis pas pressé, hein, mais, mais je pense que ça fait partie du jeu. Donc, je pense que tu peux faire le meilleur métier du monde. Tu peux faire des trucs dans un cirque là où tu sais, ceux qui se balancent sur comment ça s'appelle les trapézistes, je sais pas quoi. Tu resteras toujours un vieux con pour tes enfants parce que de toute façon tu dois les élever, donc voilà, il y a tout ce truc là. Et en même temps, j'ai une relation merveilleuse avec eux et je suis ravi, puis j'espère que je serai un vieux con le plus tard possible et voilà, mais bon, ça me fait pas forcément peur de devenir un vieux con, quoi. C'est beau ce que tu dis. Ouais. Ah non, mais j'avais jamais vu ça comme ça, ouais. Ouais. Bah, j'ai hâte de devenir un vieux con aussi, alors. Oh, j'en suis au tout début, mais ah ouais. Ouais, donc, et j'aime beaucoup ce que tu disais par rapport à la normalité, en fait. Enfin, le fait que c'est normal pour eux. Mm-hmm. Je trouve ça génial. Enfin, de mon point de vue, c'est une telle richesse de naître dans une famille où on leur fait découvrir plein de trucs, où ils ont accès à la culture, tout ça, au dessin. Moi, je sais que c'est parce que je voyais des étoiles dans les yeux de mon père quand je dessinais, parce que lui aussi, il dessinait beaucoup quand j'étais petit. Moi, je sais que je crois, bon, c'est mon analyse, ça vaut ce que ça vaut, mais mon père aimait beaucoup la bande dessinée. Il faisait des bandes dessinées lui-même, il dessinait. Et je pense que quand je me suis mis à dessiner, voilà, comme je disais, il avait des étoiles dans les yeux et je le rendais fier, je crois. Et donc, du coup, j'ai continué. Tu sais, cette sorte de reconnaissance paternelle ou quand tu sais que c'est complètement inconscient quand t'es petit, etc. Et peut-être que ça m'a presque pas quitté, tu sais, je me suis dit, et puis, moi, je suis pas quelqu'un de sportif du tout, j'avais pas trop ces trucs trop cool, tu sais, quand t'es enfant ou quand t'es ado, enfin, je sais pas trop quoi. Moi, mon seul super pouvoir, c'était le dessin, quoi. Donc, je me suis dit, je vais aller jusqu'au bout. Mais c'est vrai que moi, la bande dessinée, bon, en Belgique, c'est très culturel, donc, mais ça m'a été légué aussi un peu comme une sorte de normalité, en fait. Ouais. Je trouve ça vachement cool, ouais. Ouais. Après, il y a 1000 histoires différentes en fonction de chaque personne. Enfin, moi, je suis né dans une famille où le dessin, c'était pas du tout à l'ordre du jour. Enfin voilà, je sais pas vraiment pourquoi j'ai commencé à aimer vraiment dessiner et pourquoi je suis arrivé là-dessus, mais je suis le seul dans ma famille. Mon papa est comptable, mon frère est économiste. Enfin voilà, Ah ouais. c'est pas du tout. T'es l'artiste de la famille. Ouais, alors après, il y a moi, je considère que toute ma famille a une part d'artiste assez forte. Mine de rien, mon papa est musicien, il joue de l'accordéon et de la flûte traversière. Avec mes parents, ils ont été dans des groupes de musique toute leur jeunesse. Enfin voilà, mon frère aussi fait de la musique, il adore ça. Donc il y a quand même il y a un truc sous-jacent, je pense, Oui. mais qui n'est pas forcément qui sait pas
je trouve pas le mot non plus, qui est pas sorti, qui a pas germé en fait chez eux forcément, comme ça a pris le pas chez moi. Moi ça s'est imposé et très tôt, je pouvais pas envisager de faire autre chose. Quand j'avais 6 ans, et ça je m'en rappelle pour le coup, je voulais devenir potier. Ah ouais. Parce qu'on était passé dans un village dans le sud de la France ou je sais pas quoi, et j'avais vu un potier avec son tour faire un bol ou je sais pas quoi, enfin voilà. Et ce geste, cette espèce de truc qui naît sous ses doigts comme ça, qui se modèle gentiment, ça m'avait fasciné, mais à un point, mais ça m'avait vraiment marqué. Et pendant des années, au grand désespoir de mon papa, je pense, j'ai dit que je voulais devenir potier, mais ça m'a tenu genre de 6 ans à 10 ans ou 11 ans, je voulais devenir potier. C'est un truc. Puis bon, bah, après je suis passé à autre chose, mais depuis très petit, vraiment le manuel, l'artistique a été un moteur pour moi, c'est clair et net. Pourquoi? J'en ai aucune idée. Ça, alors je peux pas dire. Mais j'ai jamais eu vraiment l'impression de chercher. À ce niveau-là, pour moi, ça a toujours été une évidence que ce serait là-dedans que j'allais me retrouver. C'était pas envisageable autrement. Je sais pas. Alors après, un psychanalyste nous le dira mieux que nous. Et j'ai jamais fait de psychothérapie, mais peut-être que c'était au contraire en réaction à toute, parce que on est tous influencés par nos parents, etc. Alors est-ce que c'était en réaction à, est-ce que je voulais ne surtout pas faire comme mes parents, je sais pas, j'ai aucune idée, et je m'en fiche un peu en fait, c'est pas très important. Ouais, l'essentiel c'est maintenant quoi, c'est clair. Je vais juste terminer par une toute dernière question. T'es venu à Paris parce que t'as eu la bourse. Ouais. Mais tu serais allé ailleurs si t'avais eu une bourse pour une autre grande ville. Ouais, oui, je pense. En fait, en Suisse, il y a un système un peu particulier qui fait que chaque canton suisse a des ateliers d'artistes, alors soit à Paris, soit à New York, soit etc. Et l'année où j'ai fait cette demande, c'était l'atelier de Paris qui était mis au concours. Quelques années auparavant, il y avait eu l'atelier de New York, mais j'avais raté le truc. Et puis en plus, l'atelier de New York, je crois qu'il se le partage en plusieurs cantons suisses, donc il revient qu'une fois tous les 7 ans dans le canton dans lequel tu es. Enfin bref, c'est un peu compliqué. Je sais pas si c'est encore comme ça aujourd'hui, mais à l'époque c'était ça. Du coup, voilà, j'avais tenté Paris, mais effectivement, si ça avait été New York, je serais parti à New York, et puis peut-être qu'aujourd'hui je vivrais à New York, je sais pas. Ouais, une toute autre vie. Ça serait complètement différent, mais ça, voilà, ça fait partie des mystères de la vie. Je me souviens quand j'ai gagné la bourse pour venir à Paris, au même moment, en fait, enfin, il y avait plusieurs choses qui étaient. Il y avait un dessinateur de presse un peu connu dans la région dans laquelle je suis né, qui faisait le journal local et qui était décédé, et donc il y avait une place vacante pour remplacer ce dessinateur qui était un peu un. Il était très connu dans la région. Enfin voilà, c'est le dessinateur de presse du journal depuis hyper longtemps. Et j'avais postulé pour ce truc-là et j'avais eu le job. Et ensuite, j'ai gagné la bourse pour venir à Paris. Et en fait, j'avais eu un deuxième entretien pour le job en question, pour dessiner pour ce journal. Et je me souviens que le rédacteur en chef m'avait reçu, puis un peu froid, alors que le premier rendez-vous était très chaleureux. Et il me dit, vous savez, Monsieur Terra, mon journal, je le lis, moi, en tant que rédacteur en chef. Je dis, ah oui, bah oui, c'est bien. Il me dit, oui, parce que j'ai vu votre nom dans le journal aujourd'hui. Et j'étais absolument pas au courant. En fait, ils avaient publié la liste des gens qui avaient gagné la bourse, en fait, pour partir à Paris. Et donc, il a pris ça comme si je lui avais mis un couteau dans le dos, en fait, que en gros, je lui avais même pas dit que. Alors, lui, en gros, il me proposait un job et moi, je me cassais à Paris. Et là, j'ai essayé de sauver les meubles en disant, mais en plus, c'était vraiment le cas. Hein. J'ai dit non, mais attendez, pour moi, j'avais aucune assurance que le job était acquis. J'ai lancé des pistes. Si le job est réellement acquis, je pars pas à Paris et c'est super. Et en fait, il a dit non, bah non, je suis navré, je peux pas vous engager. Vous avez fait ces démarches là dans mon dos, etc. Machin truc. Et en fait, il m'a rendu un immense service parce que je serais resté en Suisse, je serais devenu dessinateur de presse pour ce journal. Et j'aurais pas voyagé ailleurs, j'aurais pas découvert une nouvelle ville, une nouvelle culture, parce que la France c'est une autre culture que la Suisse, c'est une évidence. Enfin voilà, et heureusement qu'il m'a dit non, c'est rigolo. Et en parallèle à ça, j'avais une autre proposition parce que durant mes études, j'avais fait une formation de fabrication de poupées pour le cinéma d'animation.
Et à ce moment-là, en Suisse, il y avait les frères Guillaume à Fribourg là qui montaient leur film Max et compagnie. Je sais pas si t'as entendu parler. Oui, je l'ai vu. Voilà, et ils m'avaient proposé de faire partie de l'équipe de fabrication de poupées pour faire le film. Et je trouvais ça fabuleux. Moi, j'avais fait cette formation. J'étais bijoutier. Ça reliait un peu tout ce que j'aimais faire en volume. Voilà, donc j'aurais fait les fabrications des squelettes et tout ça. Enfin bref. Et je devais choisir entre ça ou partir à Paris et j'ai renoncé en disant non, j'ai gagné cette bourse Paris, je suis parti à Paris. Mais voilà, c'est drôle parce que c'est toutes des étapes où ma vie aurait pu être complètement différente si j'avais choisi l'autre voie entre le dessin de presse, le truc d'animation ou Paris. Enfin voilà. Et c'est Mr. Nobody, c'est toutes les possibilités. Ouais, c'est ça, exactement. Les portes qu'on pousse, c'est exactement ça. Ah ouais, c'est intéressant. Et je regrette rien. Enfin, je trouve que ça sert à rien les regrets. Donc. C'est vrai. Donc du coup, pour toi, Paris, ça t'a apporté beaucoup de choses. Ouais, bah déjà j'ai rencontré ma femme, j'ai fait des enfants, c'est pas mal. C'est clair, c'est pas mal du tout. Ouais. Bah écoute, sur ces bonnes paroles, je pense qu'on peut s'arrêter là. Nickel. Bah merci. Merci beaucoup, Mickaël. C'était super cool. Merci encore. Bah merci à toi. À bientôt. C'était ma discussion avec Mickaël Terra. J'espère que cela vous a plu. Moi, en tout cas, j'étais ravi. Cela faisait un petit temps que l'on ne s'était plus vu, et c'était du coup l'occasion de reconnecter. Mickaël, merci encore à toi pour ton temps. Si le travail de Mickaël vous intéresse, n'hésitez pas à visiter son site internet qui fourmille de belles images, à visionner ses vidéos sur YouTube pour voir des extraits et des making-of de ses films, ou encore à le suivre sur les réseaux sociaux. Mickaël utilise majoritairement Facebook et Instagram. Merci également à mon ami Adrien Guy pour la musique du générique. N'hésitez pas à le suivre sur les réseaux sociaux @AdrienGuyMusic ou sur sa page SoundCloud. Les liens dans les notes de cet épisode. Si vous aimeriez être tenu au courant des nouvelles actualités de ce podcast, je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux, à vous abonner sur Apple Podcast ou n'importe quelle autre application de podcast, à me laisser un avis sur iTunes, 5 étoiles de préférence, et à partager cet épisode avec vos amis. C'est ce qui permet au podcast de se faire connaître. Si vous avez des commentaires ou des réflexions, ou juste pour dire bonjour, n'hésitez pas à m'écrire à jeremy@jeremy-kleiss.com. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines. En attendant, bonne journée à tous et surtout, restez créatifs. Ciao ciao.